Je vais peut-être donner la parole pour commencer à M. Régis Lasselin, puisqu'il représente également les adhérents au sein de la Fédération des centres de gestion agréés. Que vous inspire ce film? Est-ce qu'il reflète, d'après vous, ce que vous vivez sur le terrain? Oui, ça reflète tout à fait ce qui existe sur le terrain. Je crois qu'en fait, l'adhérent ne cherche pas que l'abattement fiscal. Ce serait quand même réduire à peu de choses l'intérêt que peut trouver un adhérent dans un centre de gestion agréé. Il cherche de la formation aussi, on l'a vu. Il cherche de l'information et avec les statistiques, c'est très important. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait assez utilisé. Il faudra encore développer ces statistiques. On a, je pense, des éléments dans les ordinateurs des CGA, grâce à tous les documents qu'on y entre, qui pourraient encore être des informations intéressantes pour les TPE. Mais je pense aussi que pour l'adhérent, le CGA, c'est avant tout un réseau. Un réseau parce que pour tout chef d'entreprise, et j'en suis un, et notamment pour tout chef d'entreprise de TPE, eh bien c'est être seul devant la décision, c'est être seul devant le manque d'information. Et je pense que pour un CGA, le chef d'entreprise est quelqu'un à qui on peut donner beaucoup de choses. Ça peut permettre de se rencontrer, bien sûr ici au niveau des journées nationales chaque année, mais aussi au niveau de chaque assemblée générale des CGA, et aussi au niveau des séances de formation où nous avons des habitués qui se connaissent, qui forment des groupes, qui échangent leur expérience, et ça c'est très important. Le manque de réseau pour le petit commerçant ou l'artisan est quelque chose d'énorme. Si par exemple les transmissions ont un peu de mal à se faire, si on a des entreprises qui déposent le bilan parce qu'ils ne connaissent pas certaines choses, eh bien les réseaux sont un des moyens pour essayer d'éviter cela, et je pense que le CGA est une des portes à ces réseaux. Alors une autre réaction peut-être sur le film, Philippe Cheval, en tant que directeur également de centre de gestion agréé. Oui, il y a deux petits points. Le premier, c'est l'importance de l'accueil. Vas-y. Oh, c'est bon, je crois. L'importance de l'accueil, parce que souvent, si les adhérents, le premier contact qu'ils ont avec le centre de gestion est très important. S'ils n'ont pas ce premier contact, souvent, et on le remarque de plus en plus, ils ne savent même pas, pour certains, qu'ils sont dans des centres de gestion. C'est quand même préjudiciable. Le deuxième point, c'est le problème des formations. J'en profite pour rappeler, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, que maintenant, on est le premier formateur de France. 500 000 heures annuelles dispensées en direction des TPE. De France au niveau des TPE. La plupart des formations sont gratuites ou à un coût vraiment très réduit. Et je pense que ça, on ne le met peut-être pas assez en valeur. En tout cas, on n'en parle pas assez. Voilà les premières réflexions. Monsieur Zornotti, d'abord, vous souhaitiez également prendre la parole sur ce film. On se réserve après les thèmes de fond, hein. Simplement là pour le moment le. En tant qu'administrateur d'une EGA, je dis que simplement, et vous le voyez, les adhérents plébiscitent les EGA. C'est un outil extraordinaire, avec des services mutualisés qui sont exceptionnels. Je peux vous dire que quand un client va voir avec son expert comptable, son banquier, avec le dossier de gestion, avec ses bases de données mutualisées, avec des outils statistiques, c'est exceptionnel. Et je crois qu'on ne le dit pas assez. Bravo aux EGA. Merci, Monsieur Zornotti. Autre réaction, Madame David? Oui, moi, le film a montré l'apport des OGA à la DGFiP, c'est évident. Je voulais juste dire qu'on peut, je pense, associer. Enfin, Madame Roger est là pour représenter la DKSPL, elle redira, et je pense Monsieur Novelli le redira aussi. Je pense que pour l'État, il n'y a pas que le côté fiscal, il y a aussi tout ce que vous apportez effectivement aux entreprises. Monsieur Lavève? Oui, mais écoutez. Pour moi, le film évoque tout simplement, pratiquement ma carrière, dans la mesure où elle coïncide avec l'existence des centres. Et c'est vrai que ça a été caractérisé par... Oui, ça a été caractérisé par une excellente relation avec la profession que j'ai le plaisir et l'honneur de représenter aujourd'hui, sans anicroche, sans confusion de rôle. Et ça a été très, très constructif, à la fois au niveau de l'administration fiscale, parce qu'incontestablement, on est parvenu à une meilleure connaissance de l'assiette fiscale, et c'est le fruit d'une collaboration, j'allais dire, à trois. Il ne faut jamais oublier que cette collaboration, elle a démarré aussi entre l'administration fiscale et les experts comptables, et par ailleurs, elle a été amplifiée, elle a été concrétisée par l'existence des centres de gestion agréés. Bien évidemment, on est pratiquement, si vous voulez, les uns les autres sur un service commun avec des rôles différents. Alors un commentaire également sur le film, avant d'entrer dans le fond du débat, d'André-Paul Baillon. Alors tout d'abord, bonjour à tout le monde et bienvenue en région francilienne, puisque
en ma qualité de président de l'ordre de région Paris-Île-de-France, je suis ravi que la fédération ait choisi évidemment la région francilienne pour faire et fêter ses 30 ans. Et je remercie mon ami Philippe Payet. Sur le film, d'abord, moi je suis ravi d'avoir vu Joël Lemeunier, parce que c'est la caractéristique même de la coopération qui existe entre l'ordre de Paris-Île-de-France et l'ensemble des CGA. Et je vois que, par exemple, tout simplement, en l'espace de 15 jours, j'ai pu rencontrer près de 1500 confrères grâce à l'ensemble du réseau des CGA d'Île-de-France, puisque nous avons organisé ensemble, conjointement, des réunions sur LME, LMT, et je crois que c'est le signe de la coopération. Voilà, donc après... Et ce film, selon vous, traduit cette complémentarité des missions et de l'accompagnement de l'entrepreneur ? 95% des entreprises franciliennes, ce sont des entreprises de moins de 20 personnes. Donc il est clair que les CGA en région francilienne ont comme adhérents les mêmes clients qu'ont les experts comptables. Et donc la complémentarité est de fait. D'accord. Alors, je voudrais donner la parole à Philippe Payet pour une petite explication de texte. Il a un peu abordé tout à l'heure le problème dans son intervention préalable. Il y a une espèce de feuilleton parlementaire qui se joue depuis quelques mois sur le dossier des CGA. Nous avons eu l'occasion d'en parler hier soir concrètement avec différents élus et collaborateurs des centres de gestion agréés. Plus personne n'y comprend rien. Alors, je crois qu'on a besoin que vous resituez un peu de manière pédagogique pour redonner de la lisibilité au débat, le contexte, les enjeux, le dernier rebondissement de vendredi au Sénat. Est-ce que vous pouvez s'il y en a une, nous tracer une petite cohérence, le petit fil rouge qui nous permettrait de suivre l'évolution des épisodes de ce feuilleton parlementaire? Bien, écoutez, je vais essayer d'être clair. Et j'espère que je le serai assez pour que vous intégriez tout ce qui s'est passé. J'évoquais tout à l'heure qu'on a eu 27 ans de mer calme et peu agité et que depuis 3 ans, les vents se sont levés et ça a correspondu bien évidemment à l'intégration dans le cadre du PLF 2006 de l'abattement 20% au barème de l'impôt pour afficher en France des taux d'imposition comparables à ceux qu'on peut connaître dans la communauté européenne. C'est l'élément déclencheur à ce moment-là. Donc, alors, ce qui était formidable d'ailleurs, parce que toute l'équipe qui a pris la direction de la fédération, c'était en novembre 2005, et dès le lendemain, on a cru avoir un mandat assez éphémère, parce que vu qu'on intégrait l'avantage fiscal au barème de l'impôt, on se dit ça ne va pas tenir longtemps, on risque, c'est vrai, d'être assez rapidement à s'interroger sur la pérennité même de la fédération. Bon, heureusement, dans le cadre de cette loi de finances, il a été prévu une mesure d'accompagnant qui a prévu de majorer de 1,25 pour les résultats des entreprises qui n'étaient pas adhérentes d'organismes de gestion agréés. Et les problèmes ont commencé parce que pour beaucoup de parlementaires, pour beaucoup de réseaux d'influence, ce dispositif du 1,25 était, par rapport au précédent, beaucoup moins lisible et offrait à leurs yeux des distorsions importantes en matière d'impôt sur le revenu. Alors qu'en réalité, il était neutre, puisque les non-adhérents n'étaient pas plus pénalisés avant qu'après. Il est clair que quand on multiplie un revenu par 1,25 et qu'on baisse de 20% la tranche de l'impôt, là-bas, le revenu et la fiscalité qui en découle est exactement la même que vous preniez l'abattement de 20% avec l'ancien barème ou que vous mettiez le coefficient de 1,25 avec le nouveau barème. Et d'ailleurs, ce dispositif avait été mis en place pour neutraliser, en matière d'impôt sur le revenu, l'intégration des 20%. Donc, groupe de pression, assez vite, un premier amendement en 2006 visant à supprimer cette majoration de 1,25, le gouvernement ne souhaitant pas voir cet article 76 de la loi remise en cause, l'amendement a été retiré. C'est Jean Arthuis déjà qui avait déposé cet amendement. Et dans le cadre du retrait, il avait souhaité que soit mise en place une commission pour étudier l'utilité des centres de gestion. Donc la commission a été mise en place
Et en septembre 2007, donc le rapport de la DGFiP d'aujourd'hui a été publié et faisait ressortir que l'apport par les on va y centres de gestion- revenir sur le rapport, on va le commenter avec Madame David, mais alors sur la chronologie des faits qui nous Donc, a sur amené la- à vendredi dernier. Sur la chronologie des faits, donc on a le rapport de la DGFiP, donc c'était septembre 2007, et novembre-décembre 2007, dans le cadre de la loi La loi LME de juin aussi. rectificative 2007, amendement au Sénat sur un premier visa fiscal version 1. Donc visa fiscal qui prévoyait de mettre en place, amendement qui prévoyait de mettre en place un visa fiscal à destination à la fois des comptables, donc ça c'était nouveau parce que on cherchait qui pouvait être cette population, et des cabinets d'expertise comptable. Là aussi, discussion et retrait du dit amendement lors de la discussion à la commission mixte paritaire. Donc nous arrivons début 2008, et début 2008, dans le cadre de la loi LME, en avril, on reçoit une information par laquelle le gouvernement nous informait que le visa fiscal allait être mis en place. Alors très clairement, on s'est rapproché des services de Madame Lagarde pour qu'on nous explique si les questions qui nous étaient posées, c'était notre intérêt sur le visa fiscal. On nous a répondu clairement que le visa fiscal allait être mis en place et qu'on ne nous demandait pas trop notre avis. Par contre, on nous questionnait sur les modalités de mise en place. Nous avons, même si on ne nous demandait pas, donné notre avis sur l'intérêt du visa fiscal, parce que comme l'évoquait tout à l'heure Richard Mallier dans le film, il nous apparaissait un peu difficile que celui qui soit émetteur d'une information puisse en être le censeur. Si on se rappelle bien, dans le cadre de la discussion des bonnes pratiques, il y avait eu des propositions dans le cadre de cette charte pour étendre les missions des centres de gestion, et je vous rappelle que les fédérations étaient intervenues parce que nous considérons qu'il nous était, nous, impossible de donner du conseil individualisé et de facturer éventuellement des honoraires aux adhérents des centres de gestion tout en critiquant leur déclaration fiscale. Donc, comme nous l'avions fusé, nous avons pensé aussi intelligent, bien sûr, de demander la même chose, c'est-à-dire que pour le cas où le visa fiscal, bien que nous soyons opposés au dispositif, était mis en place, nous souhaitions bien évidemment une concurrence loyale, ce qui me paraît normal. La loi LME était une loi de modernisation économique qui visait à accroître, à développer la croissance. Je ne voyais pas trop comment, au niveau des centres de gestion, sur les cotisations, on allait faire un bond au niveau de la croissance, mais a priori, ça a été quand même envisagé. Ça a été dans un premier temps, alors en même temps que le gouvernement, pardon, pour être complet, nous posait la question. Madame Vautrin à l'Assemblée et Richard Mallier ensuite ont déposé des amendements qui reprenaient le dispositif du visa fiscal. Amendement retiré après discussion à l'Assemblée. Au Sénat, Jean Arthuis reprend le même amendement de M. Mallier dans le cadre des discussions. Donc là, on se comprend bien. Hein. Amendement de Mme Vautrin et de M. Mallier qui souhaitaient voir le visa fiscal mis en place. Dans le cadre des discussions, on le retire. Et quand la discussion sur la loi LME arrive au Sénat, c'est M. Arthuis qui reprend l'amendement de M. Mallier pour dire on va faire passer le visa fiscal. Il le fait adopter par la Commission des finances du Sénat et le fait voter au Sénat. À ce moment-là, les fédérations sont sollicitées par les membres du gouvernement, notamment sur un dispositif de cet amendement qui prévoyait la transformation des OGA en AGC. Alors très clairement, les OGA n'ont jamais revendiqué la transformation en AGC, pour les raisons que je viens d'évoquer. À partir du moment où nous sommes un organe de régulation, on ne demande pas à faire ce qu'on va être chargé de vérifier. Bien. Donc on a une cohérence dans notre comportement depuis le départ et depuis la charte des bonnes pratiques. Alors plus récemment, les deux faits importants, l'adoption d'un amendement Mallier et vendredi dernier le retrait au Sénat d'un autre amendement. Oui, mais c'est pas si simple que ça.
C'est pas si simple que ça, parce que ça le temps tourne, donc je suis obligé d'aller un Alors, peu. je vais raccourcir. Très clairement, donc la commission des finances de l'Assemblée, lors de la commission mixte paritaire, demande à M. Arthuis de retirer son amendement, et l'amendement de M. Arthuis est retiré. Donc Charles de Courson, M. Carrez et Richard Mali. Or, surprise, au moment de la discussion du PLF 2009, que voit-on arriver? Repris par la même commission des finances de l'Assemblée qui avait fait retirer le même amendement, eh bien, elle représente je sais pas si tout le monde suit au mois de toujours, septembre. mais Et rassurez-vous, si vous ne comprenez pas, on baigne dedans depuis 3 ans, on ne comprend pas toujours. Donc, il y a des revirements de situation et de comportement de nos parlementaires. Alors, j'ai appelé Charles de Courson quand il a représenté cet amendement. Il a motivé le dépôt de cet amendement, son adoption par la Commission des finances et le vote à l'Assemblée, par le fait que les modifications constitutionnelles permettaient à tout un chacun aujourd'hui de remettre en cause éventuellement la constitutionnalité du dispositif du 1,25. Et c'est ce qu'il a mis en avant pour dire, ses mots étaient les suivants: Président, je vous ai sauvé la vie, parce que sans moi, le 1,25 allait disparaître, et avec le visa fiscal, vous pourrez subsister. Je lui ai dit, je suis pas sûr, vous avez bien sauvé la vie, enfin, on en redébattra. Donc ça a été concrètement, on en est où aujourd'hui? Donc aujourd'hui, depuis vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'Assemblée a adopté le visa fiscal. On arrive au Sénat qui, je vous rappelle, dans le cadre de la loi LME, avait lui-même adopté le même visa fiscal. Et quand on arrive au Sénat, Jean Arthuis pose un amendement de retrait et de suppression du visa fiscal. Alors, vous avez bien compris? Voilà, on vous donnera un logiciel pour décoder tout ça. Pardon? Joseph Zornotti, peut-être un mot ou un éclairage pédagogique, s'il vous plaît, pour ajouter un peu de précision au débat. Donc voilà pour le visa fiscal. Très rapidement, oui. et je conclus. Par contre, il y a un autre amendement très important qui a été voté par l'Assemblée. C'est la réduction pour les adhérents du délai de prescription de 3 ans à 2 ans. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, alors il n'est pas sans condition, hein, simplement, et il y aura évidemment un décret à suivre, simplement, aujourd'hui, dans les centres de gestion, quand un bilan est arrêté, l'expert comptable vérifie que la base de la TVA déclarée correspond aux bases qui sont dans le compte de résultat. Donc, on va nous demander de vérifier que le point de TVA a bien été effectué. Donc, on se rapprochera bien évidemment des experts comptables parce que dans tout dossier, il y a un point de TVA, donc c'est pas très gênant. Et l'autre élément, ce qui va avec, c'est évidemment qu'on envoie un petit compte-rendu de mission sur ce qui a été fait sur chaque dossier. Bon, enfin ça, c'était déjà à la disposition des assistants techniques quand ils souhaitaient venir regarder les dossiers dans les centres de gestion. Je vous rappelle que l'assistant technique a disparu des centres de gestion et que ce compte-rendu de mission, par rapport à chaque dossier, se substituera à l'intervention. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça a été voté. Donc, ça n'a pas encore été voté au Sénat, c'est voté à l'Assemblée. Donc là, on va peut-être en parler dans la suite de cette table ronde, parce que ça, c'est un dispositif important. Donc voilà où nous en sommes. Donc aujourd'hui, le visa fiscal, après toutes ces pérégrinations, a été retiré dans le cadre des discussions au Sénat. On nous a dit que c'était un retrait temporaire. Là aussi, c'est nouveau. Donc probablement, c'était les propos de M. Marini et de M. Arthuis. Ils souhaitaient un peu de délai pour clarifier la situation, parce que sur le sujet du visa fiscal, la profession comptable avait quelques interrogations, les fédérations avaient quelques interrogations. Je pense qu'il va falloir se mettre autour de la table, et je pense que cette table ronde est un bon préambule aux discussions que nous allons avoir bientôt sur ce sujet on ne peut plus épineux. Joseph Zornotti. Alors, j'étais vendredi matin avec Jean-Pierre Alix voir le sénateur Arthuis. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Tout d'abord, sur la forme. Nous ne sommes pas pour des solutions qui sont préconisées par des parlementaires contre les partis. Vous avez compris que ni les OGA, ni la profession comptable, et quand je parle de profession comptable, je parle de l'institution et des 2 syndicats, ne veulent d'un visa fiscal contraignant
qui va amener une discrimination entre les cabinets. Parce que ce n'est pas facile pour des petits cabinets de mettre en place l'ensemble des outils qu'on a vus tout à l'heure pour les adhérents. Et puis, il n'est pas question d'accepter la transformation des OGA, qu'ils ne veulent d'ailleurs pas, en AGC. On va recommencer le périple des CGH, et je trouve que ce n'est pas bien. Voilà. Alors ça, c'était sur la forme. Et sur le fond. Sur le fond, nous avons donc demandé l'abandon de l'amendement de Courson, qui était devenu entre-temps, parce que c'est compliqué techniquement, l'amendement de Courson à l'Assemblée nationale qui est rentré en article 3 quater dans la loi de finances. Donc, Jean Arthuis a accepté ce message. Pourquoi est-ce qu'il l'a accepté? Tout d'abord parce que nous avons dit qu'il y avait un groupe de place qui était mis en place par la profession et par les OGA d'abord. Je voudrais rendre un hommage à notre ami Philippe Paillet, à Béchir Cheba, qui ont été les initiateurs depuis début 2007 de ce groupe de travail et de concertation. Je ne crois qu'à la concertation dans ce domaine. C'est-à-dire que les solutions, elles doivent venir de qui? On parle de la profession comptable, on parle des OGA, je crois qu'elles doivent venir de façon plus globale de la famille comptable, parce que c'est une famille. Et quand on parle de famille, ça devient bien plus logique. Quand on parle de famille, eh bien c'est simple. On ne laisse pas un membre de la famille avec une interrogation sur sa pérennité. Il faut qu'ensemble on trouve les solutions. On ne laisse pas un membre de la famille en interrogation sur le périmètre respectif d'intervention de l'un et l'autre. Et là aussi, les réponses doivent être données, elles doivent être données par nous. Voilà ce que je voulais dire. Sur le fond. Et alors sur l'amendement Mallier, il est clair que nous avons demandé le retrait de l'amendement de Courson, globalement, collectivement. Je vous rappelle qu'il y avait la profession comptable, il y avait Jean-Pierre Alix, il y avait le représentant des deux syndicats, il y avait Christiane Compagnie qui représentait la Fédération des centres de gestion. Il est clair aussi que cet amendement Mallet, il faut le maintenir. Il faut le maintenir. Philippe vient de nous parler du délai de prescription qui passe de 3 à 2 ans. Quelle chance énorme pour les OGA, quelle chance énorme d'abord pour nos clients, pour les adhérents. Vous vous rendez compte? Et pourquoi? Ce n'est pas un service que nous donne la DGI. Elle reconnaît la qualité des travaux des OGA qui, dans un cadre d'un civisme fiscal important, ont fait avancer les choses. Je vous rappelle que la naissance des OGA, c'était de mettre en parallèle le système des salariés et le système des travailleurs indépendants. Quelle victoire! Nous sommes arrivés. Et je regrette une seule chose, 1 600 000 entreprises indépendantes, 1 200 000 adhérents des OGA. Il est important que ces 400 000 puissent adhérer. Et dernière chose, dernier chiffre, 1 million clients d'experts comptables. Vous voyez bien que notre aventure est commune et que cette aventure, elle est gagnant-gagnant. Merci. Merci. Monsieur Bayon, un mot de réaction ou de commentaire ou de réflexion? Oui, moi je souhaiterais que... On parlait très près du micro, je ne sais pas si bien on sûr, a... Je souhaiterais que dans la réflexion, et je suis ravi que vous soyez intervenu tout à l'heure, on n'oublie pas d'abord l'adhérent. C'est-à-dire le chef d'entreprise, celui qui est à la tête de cette entreprise, souvent individuelle, composée de 2 collaborateurs, 3 collaborateurs, et qui a en définitive un grand mot à dire. Tu parlais de 27 ans de Mercal, mon cher Philippe. Je ne le qualifierais pas tout à fait comme ça. J'en veux calme ou peu agité. Voilà, j'en veux que pour l'histoire, les discussions que j'avais eues avec Alain à l'époque où il était président, avec son successeur Christian Paulet, avec Georges Rivol, puisque ça fait plus de 15 ans que je travaille avec vous tous pour faire avancer la coopération des centres de gestion et de la profession comptable. Je vais dissocier 2 choses, sans être péjoratif et sans faire volonté de scission pour le plaisir. Mon ami Béchir sait que, en ce qui concerne les AGA, des particularités existent aujourd'hui qui ne sont pas celles des CGA. Pour autant, il ne faut pas rendre non concomitants les parcours des 2 représentations liées au BIC et au BNC. Donc il va falloir s'interroger dans le temps, mais ça va être, je crois, la deuxième partie de la table ronde, de savoir comment on devine le rôle des CGA par rapport à leurs adhérents,
et comment on devine l'évolution des AGA par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois dans un rôle d'attestation et dans un rôle aussi, pour certaines, de tenue comptable. Et donc il y a bien une différence là qu'il va falloir traiter, bien entendu, je dirais, de façon extrêmement intelligente. Deuxième observation, c'est que, et je rejoins à la fois le représentant des adhérents ainsi que Mme Laville, c'est qu'on ne peut pas placer le débat sur le seul élément de la disparition du 1,25 ou non. Le 1,25, c'est un point malheureux ou heureux de l'harmonisation de la législation fiscale française par rapport à l'Europe, et qu'elle touche évidemment particulièrement le chef d'entreprise, de la petite entreprise, par rapport à son statut d'adhérent dans un centre de gestion. Je crois qu'il faut passer sur un contexte plus global. Premièrement, je crois que franchement, on a examiné, alors je vais le qualifier entre guillemets, ce qu'est le statut de l'entreprise individuelle en France. Et comment ce statut de l'entreprise individuelle en France peut évoluer par rapport à celui du phénomène sociétal. Et quelles sont, en définitive, les plus grandes équités possibles qu'il peut y avoir entre l'entreprise individuelle et le phénomène société, quand on voit d'ailleurs qu'une disposition de la loi fiscale cette année amène des sociétés de capitaux sur un régime de société de personnes. On peut s'interroger sur les confusions qu'il peut y avoir. Je vais raccourcir. J'ai bien compris que... J'ai deux questions précises à vous poser, deux questions très précises. Un, votre point de vue, qu'est-ce que vous en pensez finalement de cet amendement Mallier? Est-ce que ça va dans le bon ou dans le mauvais sens? Et deuxième point, le partenariat profession comptable CGA, OGA, de manière plus générale, sur 30 ans, c'est globalement positif. Est-ce que vous êtes d'accord aussi pour dire que le partenariat est mutuellement fructueux et que chacun a un intérêt commun à ce que tout se déroule bien? Parce qu'on ne comprend pas très bien, et on l'a vu lors de l'explication sur Panier, la rationalité de tout ça. Les motivations profondes ou non dites. J'ai du mal à m'exprimer pour dire que depuis 15 ans, je travaillais en étroite collaboration avec les CGA. Et je voudrais terminer mon propos sur les éléments. Pourquoi la profession ne veut pas du visa fiscal? La profession d'expert comptable, parce que, très sincèrement, il n'y a aucun intérêt pour l'expert comptable aujourd'hui d'avoir un visa qui n'est pas son quotidien. D'autant que la signature de l'expert comptable au travers du 1649 quater existe. Et c'est celle d'ailleurs qui conditionne la possibilité de transmettre un dossier au centre de gestion, qui, le centre de gestion, a, au-delà de sa mission d'examen de cohérence et de vraisemblance, une attestation à délivrer de l'adhésion à ce centre de gestion. Ce qui, quelque part... Donc vous ne revendiquez pas de visa fiscal? Mais pas du tout. Alors, je vais plus loin. L'interrogation qu'il va falloir se poser, j'en pose déjà 3, c'est savoir en définitive quelle est la mission des centres de gestion pour les années à venir, et notamment sur l'interrogation de la délégation de services publics. On est dans une réforme de l'État aujourd'hui extrêmement importante, celle de l'économie substantielle en matière de fonctionnement administratif, et de se poser la question en définitive si le centre de gestion peut être un organisme de pré-contrôle fiscal, en définitive. Et là, pour le coup, je vais finir sur votre troisième question. Est-ce que je suis pour ou contre le maintien de l'amendement Mallier aujourd'hui ou pas? Très sincèrement, si franchement on revient au bout du bout de ce que je viens d'évoquer, je ne sais pas si la pertinence, elle existe aujourd'hui du maintien de l'amendement de M. Mallier, parce qu'il faut reprendre la discussion sur la globalité. Parce que si on est en délégation de service public, sincèrement, l'amendement de M. Mallier ne sert à rien. Et à ce moment-là, il faut véritablement repartir, au fond, le fond, sur le rôle qu'il peut y avoir. Deuxième élément, c'est que si on ne s'attache pas à vouloir avoir une vraie discussion sur le statut de l'entrepreneur individuel en France, son statut fiscal, son statut social, eh bien franchement, on se reposera les questions dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, sur l'existence des CGA et sur l'existence même de cette forme formidable qui est l'entreprise individuelle. Si on ne se pose pas non plus sur la question de
la passation de l'entreprise individuelle de génération en génération ou de sa transformation en mode sociétal, comme on se l'est posé dans d'autres pays européens, sans frottement fiscal, à ce moment-là, on se reposera évidemment la question de la pérennité totale des CGA. Voilà. Alors d'abord, Philippe Cheval, ensuite M. Zorniotti, et je redonne la parole à Mme David pour parler du bilan des OGA, et vous nous donnerez également votre point de vue sur ces questions d'actualité. Philippe Cheval. Deux petites remarques. La première, c'est vrai que le côté législatif peut amener un sourire. Nous qui vivons des CGA, on rigole plus trop, parce que ça fait quand même 3 ans que ça dure. Et maintenant, on aimerait quand même bien que ça se termine, les péripéties. Alors, le même député ou sénateur qui présente un article au mois de juillet, puis qui le refuse 2 mois après, c'est vrai que c'est drôle sur le coup. Enfin, nous, on en a un peu ras la casquette. Alors, les éléments Vous positifs... sentez, Philippe Cheval, une inquiétude au niveau des directeurs des CGA, Non, une espèce de ras-le-bol de... C'est pas une inquiétude, c'est un ras-le-bol. Ras-le-bol, oui. Mobiliser des équipes alors que 2 fois par an, on leur dit que leur boulot va peut-être se terminer, c'est assez difficile. Alors, Joël emploie le champagne pour se faire, c'est bien. C'était les 30 ans aussi. Hein, on ne peut pas tout baser là-dessus non plus. Le deuxième point qu'il y a, et ça je tiens quand même à le saluer parce que c'était une innovation, elle est double. La première, c'est l'interfédération, même si elle est informelle, qui s'est créée entre tous les OGA, toutes les fédérations d'OGA. C'est une première, on a discuté, c'est très très bien. La deuxième, je ne veux pas faire une recherche en paternité. Je sais qu'André Poli est pour quelque chose. Je sais que ECF s'est rallié tout de suite à ça. J'ai parlé des réunions qui ont lieu avec la profession comptable. Et ça, c'était une première. Je veux le saluer. Et tout de suite après l'avoir salué, évidemment, c'est pour le critiquer. C'est-à-dire de dire, c'est très bien. Je reconnais que c'est parfait. Mais il faut que ça soit cohérent. Quand j'entends dire, par exemple, qu'on découvre le problème de l'amendement et qu'on veut du temps pour pouvoir répondre, je répète, ça fait 3 ans que ça dure. Si on avait initié ces discussions il y a 2 ans ou 3 ans, et la porte était ouverte, Philippe Payet le sait, tout le monde le sait, on aurait quand même déblayé le terrain, et je ne suis pas sûr qu'on s'en retrouverait là. Bon, maintenant c'est fait, on ne va pas regarder vers le... Mais par contre, je voudrais vraiment maintenant qu'on puisse avancer, et que ça soit pareil des mesures électorales. Parce que j'admets tout à fait André Paul et j'admets Joseph, je suis dans une position centrale entre les deux candidats. C'est pour ça qu'on vous a placé là. Hein. Entre les 2 candidats. Si on peut avoir une bonne sonorisation micro, parce que visiblement il y a un problème de retour de salle. À part le manger, je ne vois pas trop comment je peux le mettre plus proche. Mais... Donc voilà, moi ce que je réclame quand même maintenant, c'est d'abord évidemment que les discussions continuent, et puis ensuite qu'elles arrivent très très vite à effet. Voilà. Juste très très court, parce qu'on a parlé de cet amendement Mallier, je crois qu'il faut, pour ceux qui ne savent pas, expliquer ce qu'il y a dedans. Il est à 3 tiroirs. Le premier, c'est que serait donné aux OGA un contrôle de cohérence de la TVA. Et il est évident qu'en tant qu'expert comptable, nous sommes d'accord que si les OGA, mais nous avons eu les engagements de toutes les OGA, que quand l'expert comptable a fait ce travail de cohérence, il est évident que l'OGA prendra le travail de l'expert comptable. Donc il y a un vrai travail de complémentarité. Le deuxième tiroir, c'est la concrétisation de la mission de prévention fiscale par l'établissement d'un compte rendu, ce qui semble assez logique, ce qui est d'ailleurs dans les cultures de tout le monde. Quand on a fait un boulot, on rend compte. Et le troisième, bien sûr, c'est le délai de reprise qui serait ramené de 3 à 2 ans pour renforcer, en corollaire de renforcement de la transparence. Voilà, il était important que l'Assemblée connaisse exactement les 3 tiroirs. Alors, je vais passer la parole à Madame David, qui va nous donner peut-être, sans être trop dans un débat de spécialistes ou de techniciens, quelques précisions peut-être sur l'actualité récente. Et ensuite, je vais vous interroger sur le bilan des OGA et sur le rapport qu'a publié votre service. Alors, prenez le micro. Sur le débat récent, je pense que tout a été dit, hein, toute cette succession d'amendements et de positions qui évoluent depuis 3 ans désormais. Donc voilà, avec les derniers états de la question de vendredi soir. Donc nous-mêmes, donc depuis vendredi soir, nous avons suivi les débats. Bon, j'étais rentrée chez moi, j'ai suivi en direct au Sénat. Ce matin, je suis venue directement ici. Donc effectivement, je n'ai pas de directive pour l'instant, parce que M. Arthuis a demandé qu'on prépare, enfin, si j'ai bien compris, ce qu'il voulait, un projet de texte pour voir comment s'appliquerait le visa fiscal.
Bon, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. On va retourner tout à l'heure au bureau, voir ce qu'il en est de la position du cabinet de M. Wörth. Donc voilà, donc c'est vrai que nous, on en est à ce dernier point aussi. Alors, sur le bilan de l'action des organismes de gestion agréés en matière de civisme fiscal, du groupe de travail dont Philippe Payet a rappelé tout à l'heure la constitution, est sorti un rapport. Est-ce que vous pouvez nous en synthétiser les principaux enseignements qui a, à l'unanimité, je crois, des participants qui étaient de toute tendance, qui représentaient tous les partenaires de la TPE, un rapport plutôt élogieux et qui reconnaît la précieuse contribution des organismes de gestion agréés en matière de civisme fiscal, de lutte contre la fraude, de meilleure connaissance des revenus. Est-ce que vous pouvez nous en synthétiser les principaux enseignements pour ceux qui ne l'auraient pas lu? Oui, j'imagine que maintenant, de toute façon, tout le monde, vous l'avez tous eu le contenu du rapport qui avait été diffusé, donc qui a été mis sur impôt.gouv au printemps. Il y a des chefs d'entreprise dans la salle, il n'y a pas que des spécialistes. Hein. D'accord. Voilà. Bon, donc clairement, ce qu'il est apparu, c'est que d'une part, alors en prenant bien sûr, en comparant la population des contribuables, entreprises individuelles imposées aux bénéfices réels, que les adhérents d'organismes agréés déclaraient globalement un résultat légèrement supérieur aux non-adhérents. Donc ça, c'est la première donnée. Respect des dates de dépôt des déclarations. Bien sûr. C'est je crois, quand même un objectif important pour l'administration, hein, Oui, bien entendu, de plus en maintenir plus. à moins de 1% le taux des retardataires. Donc ça, c'est un élément. Ensuite, nous avons travaillé sur des éléments qui étaient issus du contrôle fiscal externe, c'est-à-dire les vérifications de comptabilité, hein. Non pas des travaux de cabinet, parce que là, ce qu'on appelle le contrôle sur pièce, qui est fait du bureau par nos collègues, parce que là, nous n'avons pas de statistiques distinguant adhérents, non adhérents. Donc ça viendra bientôt, mais bon, pour l'instant, c'était une donnée que nous n'avions pas. Mais en termes de résultats du contrôle fiscal externe, il est apparu aussi clairement que dans toutes les rubriques qui ont été analysées, c'est-à-dire que ce soit des redressements ou pas, des rectifications désormais, ou d'absence de rectification, il y avait plus d'absence de rectification chez les adhérents que chez les non-adhérents. La moyenne des droits rappelés était plus basse chez les adhérents, la médiane également. L'application de pénalités anciennement de mauvaise foi, maintenant pour manquement délibéré, était également moindre chez les adhérents. Bon, il est certain, il nous a semblé que les travaux qui sont effectués en amont par vos centres amènent à ces situations qui sont bien plus satisfaisantes pour nous. Donc c'est clair que c'est ce qui a aussi amené le gouvernement aujourd'hui à accepter, bien sûr, lorsque vous nous aurez envoyé les comptes rendus de mission, c'est normal, mais donc à accepter une réduction du délai de reprise. Il y a aussi l'allègement de gestion, naturellement, pour l'administration, hein, qu'apportent les organismes agréés. Alors, donc globalement, le bilan est largement positif. On s'interroge, question stupide, de bon sens, pourquoi casser ce qui fonctionne bien? Vous me demandez ça, moi, Monsieur Negrouche, nous, on n'a pas de volonté de casser. Est-ce que vous avez une début d'explication? Ça fonctionne bien depuis 30 ans. Le paradoxe, c'est qu'il y a une unanimité sur la reconnaissance de l'utilité des organismes de gestion agréés. En même temps, on a l'impression, depuis 3 ans, à la faveur de la réforme du barème de l'impôt, qu'une épée de Damoclès pend en permanence sur la tête des organismes de gestion agréés. Non, je crois que Monsieur Payet l'a un petit peu dit tout à l'heure quand il a parlé de la réaction de Monsieur de Courson. Il y a un vrai sujet d'appréhension du 1,25 par le grand public, je dirais, et par nos parlementaires. Donc, clairement, pour les gens qui sont dans cette salle, qui travaillent dans des CGA, il est clair qu'on sait très bien que le plus 25% avec un changement de barème, mathématiquement, est équivalent à l'abattement de 20%. On le sait, nous on le sait. Mais psychologiquement, non. Voilà, psychologiquement, c'est ressenti comme une surtaxation. Et non plus comme avant, c'était quelqu'un, tout le monde était taxé correctement, je dirais, de façon égale, et les adhérents avaient un moins. Donc, tandis que là, c'est les autres qui sont taxés en plus. Donc, effectivement, c'est psychologique, c'est plus du rationnel. Donc, voilà pourquoi, sans cesse, on revient sur ce sujet. C'est pas... Philippe Payet, oui. Oui, je crois que l'argument qui est développé par les opposants au 1,25, il se tient. Il se tient dans la mesure où aujourd'hui on nous dit un adhérent qui voit ses revenus majorés dans le cadre du calcul de son impôt, il fait l'objet d'une vérification fiscale qui se conclut par un avis de non-dressement. Quelque part, il va me dire, mais pourquoi dois-je payer
une pénalité, une majoration de mon impôt, alors que dans le cadre de la vérification, on m'a rien retrouvé, rien reproché en matière d'impôt. Et ça, c'est un argument qui aujourd'hui est difficile à contredire. On peut toujours revenir sur l'origine de cette mesure, mais aujourd'hui c'est compliqué dans l'esprit d'un contribuable de se dire mais pourquoi j'ai été majoré alors que la vérification n'a rien donné. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être un peu plus de pédagogie? Oui, mais c'est trop tard. Oui. Enfin, moi je pense que c'est trop tard. C'est clair que le meilleur des dispositifs pour les OGA, c'est celui-ci. Malheureusement, il est, à mon sens, condamné. On n'en connaît pas le délai. Mais bon, c'est vrai que les aspects budgétaires de sa suppression ont été pris en compte depuis 3 ans. Ça nous a bien aidés. Mais là encore... 400 millions d'euros, c'est ça? Oui, et puis encore, je suis pas sûr que ce calcul... Ouais. Est-ce que ce calcul prend en compte... Les coûts indirects. 30 secondes. Est-ce que le calcul prend en compte la dérive fiscale qui va arriver? J'ai discuté avec M. Bovigny tout à l'heure, on évoquait la chose. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de chefs d'entreprise se sont engagés dans la sincérité fiscale, ce qui a très largement, par l'administration, permis de mieux connaître la base de l'impôt et, quelque part, aussi une certaine justice fiscale. Si aujourd'hui on dit aux adhérents, écoutez, vous avez été très gentil de vous inscrire dans la sincérité fiscale, moyennant quoi, ceux qui ne sont pas adhérents de centres de gestion et qui depuis des années trouvent peut-être des abattements supérieurs à celui qu'on vous consent, ils vont avoir les mêmes avantages que vous. Je ne suis pas sûr que le civisme fiscal, dans quelques années, soit de la même teneur que de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et à mon avis, ça n'a pas été impacté fiscalement. Donc le coût fiscal, il est, à mon sens, bien supérieur à ces 400 millions. Je pense aussi qu'il y a l'aspect social qu'on ne peut pas négliger. Donc moi, on vient de faire un petit peu de compte-rendu de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'en termes de lisibilité, ce n'est pas un modèle. Je pense qu'il faut arriver. Moi, j'aurais une question à poser. Joseph Zorgnotti et André-Paul Baluon, outre que André-Paul est président de Paris et Joseph, donc poste président de CF, ils ont au moins, vous l'avez compris, un dénominateur commun, c'est ce qui les vaut aujourd'hui d'être avec nous à cette table ronde, c'est qu'ils sont tous les deux candidats à la présidence du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et moi, en tant que candidat, donc on sait bien que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais moi je vais vous quand même demander de nous faire une promesse, ou tout au moins d'avoir votre position. Donc deux solutions s'offrent à nous. Soit on trouve des solutions pour pérenniser les centres de gestion sans prendre en compte le 1,25 qui va disparaître, et je pense qu'effectivement cette réduction de délai de reprise est un premier pas. Et je vous pose la question clairement à l'un et à l'autre, est-ce qu'on peut compter sur la profession comptable pour venir sans aucune arrière-pensée de protection de marché, parce qu'il faut arrêter que la profession comptable ait peur de nos organisations. Est-ce qu'on peut compter sur vous, si vous êtes l'un ou l'autre président du Conseil supérieur dans quelques mois, pour avoir la concertation qui nous permettra de faire évoluer la chose? C'est une question. La deuxième, parce qu'on doit y penser, c'est clair, les OGA, on a combattu le visa fiscal. Moyennant quoi, si la question se pose un peu différemment, et on nous dit c'est où on supprime le 1,25 ou on met en place le visa fiscal, je dirais qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre, on prendra le visa fiscal. Donc si on prend le visa fiscal, on peut avoir un plan B. Joseph Zorgnotti l'évoquait tout à l'heure. Je pense que beaucoup de petits cabinets ne pourront pas remplir notre mission. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour passer des partenariats entre la profession comptable et les OGA pour que vous continuiez à avoir le conseil proche auprès de votre client qui est notre adhérent et que nous conservions, nous, l'aspect, je dirais, un peu régulation, prévention fiscale, outre bien évidemment toutes les missions.
Voilà, mes deux questions sont celles-là. Alors, attendez, Merci d'y répondre. Pardon, Monsieur Bayon, je vous donne la parole immédiatement. Mon voisin me rappelle que l'institution existe encore et il souhaiterait prendre la parole puisqu'il représente le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Je vais vous préciser quand même votre position et puis je donne la parole à Monsieur André-Paul Bayon immédiatement. Hein. Voilà, je vais vous préciser quand même que le Conseil supérieur, enfin, c'est une institution. Cette institution, elle agit dans le cadre de l'objet que l'ordonnance lui a donné. Il est sûr qu'on ne peut pas ne pas être sensible à ce que des parlementaires cherchent à corriger une solution qui est d'une lisibilité délicate, voire difficile, voire impossible. Dire à quelqu'un qui a le sérieux de ses comptes qu'en tout état de cause, on va lui majorer de 25%, même si on fait une explication arithmétique que l'on peut comprendre, ça n'est pas acceptable sur le plan des principes. Telle avait été notre première position. Maintenant, la chose que j'entends, c'est que la correction de cet indice peut avoir des dégâts collatéraux. J'ai entendu Philippe Payet avec beaucoup d'attention et je le rejoins sur ce plan-là. Même si les CGA, et je crois, Monsieur Lasselin, que vous l'avez souligné à juste titre, ne sont pas que des pourvoyeurs d'un visa fiscal. Ils ont aujourd'hui une légitimité par les apports économiques qu'ils font. Ceci dit, il ne faut pas se voiler la face, ce serait quand même un gros affaiblissement. Mais quand même, pour corriger une situation anormale qui entraîne ou qui peut entraîner des dégâts collatéraux, essayons d'éviter ces dégâts collatéraux dans un premier temps vis-à-vis des CGA. Et nous, au niveau de l'institution, nous souhaitons que pour éviter des dégâts collatéraux, il n'y ait pas des dégâts collatéraux de deuxième degré qui viennent frapper notre profession. À partir de là, nous avons avec vous une très grande proximité. C'est 30 ans, j'allais dire, d'espace de vie commune, quasiment sans nuage. À partir de là, peut-être qu'il y a eu quelques difficultés d'entrer en communication ces derniers temps. Telle n'est plus la situation actuelle. Depuis quelques mois, un groupe s'est constitué et, à ma connaissance, 4 réunions ont déjà eu lieu au Conseil supérieur, en présence, et la réunion est organisée à chaque fois en la présence et sous la présidence du président Alix, en présence des 2 syndicats d'une part, et d'autre part, de votre président. Et ils ont conclu dernièrement, très dernièrement, le 19 novembre, donc un texte qui a été signé des 4 personnes que je viens de nommer, qui a été porté à M. Arthuis et qui a constitué la base de l'attitude de M. Arthuis et donc de ce retrait d'amendement de Courson. Il faut quand même retenir ce qui a été dit dedans. Il y a un engagement de se réunir en continuité de ces rencontres pour trouver, avant le 28 février prochain, les éléments de nature à mettre fin à cette situation. Et je crois que c'est la bonne voie. La bonne voie, c'est celle qui consiste à régler entre nous ce problème pour éviter qu'un tiers ne le fasse et ne le fasse en créant, qu'il le veuille ou non, par méconnaissance de nos activités mutuelles, des dégâts collatéraux qu'on sera conduit ensuite à réparer au détriment peut-être de l'autre. Donc, sachant être majeur, faisant l'effort de construire une proposition qui permette au gouvernement de sortir, c'est sûr, mais qui, en même temps, respecte nos règles respectives. Donc, la voie, elle est incontestablement dans une réflexion commune suivie d'une action rapide. Et ici, c'est un engagement concret avec un timing qui se termine le 28 février. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est pour libérer aussi les candidats derrière et leur préciser que, puisque l'un des deux sera président à compter, si vous voulez, du 1er mars prochain, que des choses se feront d'ici là. Voilà. D'accord. Merci de cette précision. Alors, je donne la parole à André-Paul Bayon. Alors, effectivement, je ne vous ai pas présenté ni l'un ni l'autre comme candidat donc à la présidence du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Mais que répondez-vous à la double interrogation de Philippe Payet? Je vais faire 2 observations et après je vais répondre à mon ami Philippe. La première, c'est que je remercie Paul. Parce que, très sincèrement, j'allais commencer par ça. C'est-à-dire de rappeler que le travail, l'initiative que l'on avait pris en région Paris-Île-de-France avait été repris par le Conseil supérieur très largement et que, à l'avant-dernière des réunions, nous avons convenu tous ensemble de faire en sorte que
toute action parlementaire puisse être suspendue, ainsi que toute action gouvernementale, de façon à ce que, ensemble, avant le 28 février, nous ayons véritablement construit cette proposition, qui est cette proposition de complémentarité entre les centres de gestion agréés, je parle bien des centres de gestion agréés d'une part, et la profession comptable, et il y a lieu à poursuivre la discussion, évidemment, et je parle particulièrement aux AGA, puisque je l'évoquais tout à l'heure, il y a des spécificités à régler qui demanderont vraisemblablement un peu plus d'ajustement, un peu plus d'éléments un peu plus fins. Je vais faire une deuxième observation, puis ensuite je réponds. J'entendais mon ami Philippe Cheval évoquer le sort, évidemment, des personnels, en particulier de chaque centre de gestion. Et pour revenir sur le fait de la mer non calme, je connais au moins 2 personnes qui, devant l'Assemblée de l'Empressega, ont pris un engagement que je crois on peut reprendre ce matin dans cette table ronde. Première, c'était M. René Ricol, à un moment où c'était Jean-Claude Langacher qui était président de l'Empresseda. Le deuxième, c'est moi-même, alors que c'était Annie Wittmer qui était président de l'Empressega. Ça remonte à quelques années, mon ami Jean-Claude, n'est-ce pas? Je crois qu'il est par là, Jean-Claude Langacher, je l'ai vu tout à l'heure. Ça remonte à quelques années. Et donc ça veut dire que la profession comptable libérale, à cette époque, avait évoqué qu'en cas de difficulté et de rupture, ça remonte à 15 ans pour le premier, à peu près une dizaine d'années pour le second. En cas de difficulté par rapport à la mise en cause des centres de gestion, la profession comptable libérale s'engageait à ce que le sort des personnels des CGA soit traité conjointement avec les directions des centres de gestion et que l'on trouve des solutions par rapport à l'ensemble de ces personnels. Donc, mon cher Philippe, je voudrais te réaffirmer publiquement cet engagement que j'ai pris il y a une dizaine d'années et que je reprends à nouveau devant tout le monde. Ensuite, je voudrais répondre à mon ami Philippe. Voilà, le pacte de bon voisinage, les partenariats. Oui, je crois qu'il est clair qu'on peut faire de la politique politicienne et on peut faire de la politique pratique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique pratique. Aujourd'hui, je ne suis pas candidat devant vous. Je serai candidat peut-être à partir de samedi prochain, mais pour l'instant, je suis président de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France et j'agis en praticien et en pratique de ce point de vue-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Eh bien, lorsqu'on a vu qu'il y avait un tremblement, je dirais, de compréhension ou d'incompréhension entre la profession et les centres de gestion, j'ai appelé mon ami Jacques Guémert, qui est président de l'Union francilienne des centres de gestion et des associations agréées. Je lui ai dit, Jacques, il n'est pas raisonnable qu'on puisse rester sur une incompréhension totale. Et nous avons organisé le 2 septembre dernier, très précisément, une réunion où Christiane était présente et où nous étions une quarantaine, je crois, à peu près, et on a mis sur la table, avec une grande franchise, tous les éléments qui devaient se dire et qui devaient se faire par rapport à la relation entre les centres de gestion et les experts comptables. Et il en est ressorti un certain nombre de pistes de travail, d'ailleurs, qu'on a commencé sous l'égide du Conseil supérieur. La première piste de travail, c'est comment réaffirmer les champs d'intervention des CGA et leur absence de percussion avec les prérogatives de l'expert comptable. C'est-à-dire comment on peut véritablement avoir un mur mitoyen sans tous les jours attaquer l'autre en disant la tuile de l'un déborde sur le jardin de l'autre. Deuxième élément, c'est la recherche de coopération possible vis-à-vis de l'entreprise individuelle. C'est-à-dire comment l'institution et les centres de gestion peuvent travailler ensemble pour être proposants vis-à-vis de l'entreprise individuelle. Je termine, s'il vous plaît. La concertation ensuite sur les avant-projets de loi relatifs à la TPE et plus particulièrement à l'entreprise individuelle. C'est-à-dire qu'on examine de concert véritablement les évolutions de l'entreprise individuelle dans l'économie française et dans les éléments législatifs. Autre piste de travail, l'encadrement déclaratif de l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte que ou l'expert comptable ou les centres de gestion, ou les deux, soient véritablement présents sur cet encadrement déclaratif et assurent la paisibilité fiscale de notre beau pays. La formation des salariés, des adhérents des CGA, surtout dans le cadre de la réforme de la formation, puisqu'on forme déjà, et tu le rappelais, 500 000 heures de formation, c'est l'idée de pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire que l'on soit, et Alain me le soufflait tout à l'heure, et je reprends immédiatement son idée au bon, c'est-à-dire de savoir comment on peut travailler sur les produits des entrepreneurs individuels et faire en sorte que les centres de gestion puissent poursuivre la formation vis-à-vis des collaborateurs et accompagnent le développement des entreprises individuelles.
c'est la réflexion sur le patrimoine d'affectation. Elle a commencé là actuellement, il faut qu'on l'avance ensemble, parce qu'il y a des vraies problématiques. Je parlais tout à l'heure des sociétés qui aujourd'hui peuvent opter pour le régime je suis obligé de société de personnes. J'ai pas terminé, je terminerai. Ça c'est ce que vous avez fait, mais demain, la question c'est demain. Non, mais la question elle est présente, Ensuite, c'est l'amélioration de la communication et de la compréhension mutuelle et réciproque entre experts comptables et CGA. Je crois qu'il y a un vrai problème de dialogue qui peut exister entre les collaborateurs des CGA et des experts comptables. Et enfin, c'est la coopération sur la dématérialisation. Alors là, voilà, ce sont des points qu'on a pris et que l'on souhaite véritablement. Ça répond à ta question. Je note que vous n'avez pas réellement répondu à la question de Philippe Pallier, qui vous interrogeait sur le futur, parce que vous avez fait. Alors, ça reviendra peut-être dans la salle. Monsieur Zorniotti. Philippe, je vais répondre aux deux questions. En tous les cas, j'aime le discours de clarté. Ouais. Donc, je vous dis que les propos que je tiens engagent ECF, engagent le binôme que nous formons avec Agnès Bricard et moi-même pour la présidence du Conseil supérieur. On ne va pas se cacher derrière cela. Nous sommes candidats à la présidence. Et vendredi soir, on saura qui sera le futur président du Conseil supérieur. Sur le problème de la concertation, Philippe. On ne va pas changer de culture. Nous t'avons accompagné, ECF, quand j'étais président, depuis que Philippe Araou est président, à toutes les réunions de concertation que vous avez organisées avec Béchir depuis 2006. Eh bien sûr, nous continuons cette concertation. Je ne peux pas employer le mot de famille comptable et ensuite dire qu'on ne sera pas à vos côtés. C'est un engagement clair. Ensuite, sur l'avenir des centres. Il est évident, d'abord, que l'amendement Madé n'est qu'une première réponse qui n'est pas suffisante. Vous avez noté le nombre, 1 600 000 travailleurs indépendants, 1 200 000 dans les OGA, 1 million accompagnés par des experts comptables. Notre cible commune, ce sont ces 400 000 qui sont dans la nature. Eh bien, je le dis très clairement, pour atteindre cette cible, il est important que la famille comptable, c'est-à-dire la profession comptable et les OGA, trouvent des solutions, y compris par des mesures transitoires qui permettent à un coût moindre d'attirer cette population pour qu'enfin nous puissions les rentrer dans ce cercle vertueux, ce triptyque vertueux pour moi, qui est le client, qui est l'expert comptable, qui signe aujourd'hui la 2031. Je vais peut-être heurter mon ami Béchir. Je désire qu'il signe également la 2035. C'est la signature d'expert comptable. Et ensuite, bien sûr, le GA, avec tous les services qu'ils rendent, cette fonction de transparence, cette fonction de cohérence, vous avez vu que ce tout est harmonieux, et c'est cette harmonie à laquelle nous engageons. Il est évident, Philippe, je prends l'engagement de signer des plateformes avec les OGA sur ces points-là. C'est très important. Merci. Donc, Monsieur Zorniotti, Joseph Zorniotti, la réponse, c'est 2 fois oui. Hein? Très bien. C'est clair. Régis Lassin, vous voulez parler Je crois que je n'ai pas dit le contraire non plus, hein, cher Adi. D'accord, voilà. Vous avez parlé du passé, mais bon, pas de l'avenir. Allez-y, Régis Lassin. Eh bien, moi, je vais parler au niveau des adhérents, puisque je parlez bien près du micro. On parle à la fin. Moi, je veux dire, je fais d'abord 4 constats. Le premier constat, c'est qu'une majorité des experts comptables, à ma connaissance, sont des membres correspondants d'OGA. Premier constat. Deuxième constat, c'est que partout, on nous donne un certificat de bon élève, que ce soit la DGI, que ce soit les députés, puisqu'ils acceptent de diminuer le délai de reprise. Donc c'est qu'on est des bons élèves, et quand je dis des bons élèves, je parle bien sûr des OGA, mais au travers des OGA et de leur travail, bien sûr des adhérents, puisque c'est quand même les adhérents au final qui sont les bons élèves. Troisième constat, c'est que les OGA, en fonction de tout ce que je viens de dire, et des constats que je viens de faire, eh bien les OGA ont un intérêt collectif pour la nation. Ils apportent des impôts, ils permettent que pour les TPE, il y ait une concurrence normale et saine, et ça c'est important aussi, on n'en a pas parlé. Alors, moi je dis, soyons clairs. Aujourd'hui, dans cette salle, vous avez Philippe Cheval, en travers de l'Empressega, qui représente 15 000 salariés à peu près des OGA. C'est quelque chose, sur le plan social, peut-être un peu moins, mais en gros. Nous avons les experts comptables qui représentent 18 000 cabinets experts comptables. Mais nous avons, et ne les oublions pas, 1 200 000 entreprises qui sont représentées par les OGA. Et ça, pour l'instant, je suis désolé, on n'en a pas parlé beaucoup. On les a vus dans le film. On a besoin des OGA, on a besoin de services pour ces entreprises.
Alors, puisqu'on est bons élèves, eh bien, pourquoi pas, on a 75% à peu près des TPE adhérentes aux OGA. Pourquoi ne pas dire l'adhésion sera obligatoire? Il n'y a pas à chercher, si on veut supprimer le 1,25, on rend l'adhésion obligatoire, on rend des services à la nation, et tout le monde pourra travailler ensemble, bien sûr en complétant ça avec un partenariat complet entre la profession des experts comptables et les OGA. Voilà, merci. Alors, à moins qu'il y ait une peut-être réaction de Madame David sur ce dernier point, non, l'obligation, non, d'accord. Il y a déjà d'autres soucis, je ne vais pas vous en rajouter. Je me tourne vers Pierre Morancé pour les questions de la salle qui ont été collectées.